Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent M. Amadoune Ba. Il est secrétaire général du SINABEF et secrétaire général adjoint de l'UNTM de la République du Mali. Monsieur Ba, merci de cette comparution devant le grand jury. Merci Omar Srivé pour cette convocation, si je peux l'appeler ainsi. Il s'agit bien sûr d'une convocation. Très bien. Pour vous interroger donc, oui. Pour vous interroger, Laya Diarra, il est du journal Soir de Bamako. Laya, merci. C'est à moi de vous remercier. Elhadj Chana Takiou, avec son bonnet blanc, l'accusé en bonnet noir. On verra bien comment ce mélange va donner ce soir. Elhadj, merci d'être là. Merci beaucoup, Barou. Et nous faisons déjà un clin d'œil à Abdraman Keïta du côté de la cité des Rails, la région de Caille. Clin d'œil à lui et à toute sa famille, encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Monsieur Ba, regard votre observation sur la composition du jury. Ben, c'est des gens que je connais bien. Je ne les découvre pas aujourd'hui. Laya, on s'est retrouvés ici même. Et Chana, une fois, je crois, oui. Ici. Donc, j'ai confiance à ces magistrats qui sont devant moi. D'accord. Voilà. Chana, un avant-propos? Ben, je pense que l'actualité oblige qu'ils soient devant nous pour que nous puissions comprendre un certain nombre de choses qui se passent dans le pays, et les injustices, les magouilles qui se passent dans le recrutement à tous les niveaux dans ce pays-là. Je pense que le Premier ministre a eu à dénoncer la manière dont certains sont recrutés. Donc je pense que c'est une belle opportunité pour clarifier la situation, pour savoir ce qu'il en est. Au-delà de ça, nous sommes dans une zone de turbulence où les clignotants sont rouges en tant que syndicalistes, l'UNTM. Les travailleurs souffrent, l'économie en berne. Les problèmes sont énormes. Donc nous allons l'interroger sur toutes ces questions afin d'avoir son éclairage. Je pense qu'il est bien indiqué pour l'émission de ce soir. Laya? Oui, en face de moi, je vois un syndicaliste. Comme aime à le dire Néné Abdraman, nous avons aujourd'hui encore un bon client. Je crois que Charles l'a dit, l'actualité étant ce qu'elle est, et je crois que c'est tout à fait normal que nous abordions ensemble la situation du pays et les syndicalistes. Et il y a de cela quelques semaines, quelques mois, il a eu des démêlés avec des camarades qui ont conduit à son incarcération. On va parler de la suite de cette affaire, de la vie du syndicat qui aussi est interpellé, sinon est au centre de la polémique par rapport à des implications dans le renouvellement de d'autres syndicats. Et banquiers aussi, nous allons parler de la situation du pays. J'en ai dit, les clignotants sont au rouge. L'économie malienne, aujourd'hui, tout le monde sait la situation que nous connaissons. Et je crois qu'il est du secteur de l'argent. Et je crois que c'est une bonne occasion pour lui d'expliquer aux Maliens la situation dans laquelle le pays se retrouve et les perspectives aussi pour le pays et rassurer les Maliens. Syriana. Les clignotants sont au rouge dans ce studio, ils sont bien au vert, ils sont au vert déjà. M. Ba, en réplique à une de vos sorties contre sa propre personne, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga vous a lancé ceci à la figure. Un syndicaliste défroqué, lui aussi, il veut venir faire la politique. Au lieu de se déshabiller et venir dans les partis politiques, il se cache derrière les syndicats. Il faut le dire de se méfier, sinon on va expliquer comment il est rentré dans la banque. Réponse.
Merci Oumar, c'est vrai que je ne voulais plus rentrer dans cette polémique. Il n'est pas le seul à lancer ses pics. Je crois que c'est la 3e fois qu'on parle de comment il est rentré dans les banques. Peut-être... Il y a un mystère. Les 2 premières fois, qui a évoqué la question? La première fois, il était du Sadi, Allah beaucoup. La deuxième fois... Un de ses conseillers. Actuellement, il était le conseiller de Oumar Mariko à l'époque. La deuxième fois, c'est Rasbat, je crois. C'est Rasbat. Et la 3e fois, c'est lui-même. Donc peut-être que ça serait l'occasion que moi-même je dise. Allez-y. Je le dirais. D'abord, je reviendrai syndicaliste défroqué. Défroqué, oui. Je pense que là aussi, soit c'est une méconnaissance, soit c'est une mauvaise foi. Un syndicaliste est politique. Un syndicaliste est potentiellement politique. C'est indiscutable. Parce que c'est la vie politique qui gouverne la situation des travailleurs, la situation du peuple. Quand il y a eu le coup d'État en 2012, quand les 3 régions sont tombées, ceux qui ont payé le prix fort, ce sont les travailleurs. De tout le temps, les syndicalistes ont été politiques, depuis 1946. Donc il n'y a pas de frontière entre la depuis politique et le syndicalisme. Mamadou Konaté, Wenzen Koulibaly étaient des syndicalistes chevronnés, mais des hommes politiques. Mamadou Konaté était maire en même temps syndicaliste. Je prends même le M5 RFP. Au sein du M5 RFP, il y avait 2 centrales syndicales. Ceux-ci ne sont pas défroqués. 2 centrales syndicales qui menaient des luttes politiques. Pourquoi c'est moi qui serais défroqué? En 2012, l'INTM était membre du FDR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer même ce sens-là? Défroqué, pour vous, qu'est-ce que défroqué, c'est quelqu'un qui sort de son rôle. C'est un peu ça. Oui. L'origine, c'est religieux. Hein. C'est ça. Donc, au fait, c'est pour cela que j'ai dit qu'il a tiré à terre, mais c'est quelqu'un qui l'a traité de défroqué d'abord. C'est, je crois, Jack Bauer du M5 qui a été le premier à le qualifier de défroqué. C'est pas... Donc, il emprunte des mots. C'est comme la définition de la politique. Quand il dit que la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Ça ne vient pas de lui. Ça vient du cardinal Richelieu. Et ça a été repris par Jacques Chirac. Il ne l'a pas inventé. Donc, c'est pour dire juste. Et si c'est ça la politique, le syndicalisme c'est politique. Parce que le syndicalisme, son rôle, c'est de rendre possible tout ce qui est nécessaire. Ça, c'est le rôle du syndicalisme. Donc, de tout le temps, en Chine, la centrale syndicale fait partie du bureau du parti politique chinois. Parti communiste chinois. Car parti communiste chinois, le syndicat fait partie du bureau. En 1974, l'INTM était membre du conseil central de l'IDPM, parti unique. Donc de tout le temps, 92. les syndicalistes, en 92, qui à son âme, Karambé était président du Conseil national de la transition, vice-président du Conseil national de la transition. Donc il n'y a pas de frontières. Ça, je l'ai dit pour les travailleurs, hein, pour les militants. Ahmed Sékou Touré, du syndicalisme à la politique. Abdoulaye Diallo, l'un des premiers syndicalistes au Mali, était ministre en Guinée, parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'indépendance du Soudan. Quand la Guinée a pris son indépendance, il est retourné en Guinée. Mais il était au Soudan, il était au Mali. Il était ministre en Guinée, mais il venait animer le syndicalisme au Mali. Donc de tout le temps. D'accord. Et ce que je vais dire aux militants, aux travailleurs, qu'ils n'acceptent jamais qu'on leur mette en tête qu'ils ne doivent pas faire de la politique. Un syndicaliste qui ne fait pas de la politique, il abdique. Quelle sorte de politique? Quelle sorte de politique? Ce que nous ne faisons pas au sein de l'INTM, par exemple, c'est encadré. Nous ne militons pas dans les partis politiques. Ça, on l'évite. Donc vous pouvez cheminer avec les politiques. Ce n'est pas on a toujours cheminé avec les politiques de tout le temps. Donc ce n'est pas parce que j'ai critiqué un premier ministre que je deviens défroqué. Moi, ça m'a fait rire. D'accord. Je me suis dit 2 choses l'une. Où il veut tromper, comme d'habitude. Ou en réalité, il ne connaît pas. Dans les 2 cas, c'est grave pour un premier ministre. Il vous met en garde, hein, que sinon, il va expliquer comment vous êtes rentré dans la banque. C'est une mise en garde. Est-ce que vous entendez cette mise en garde? Ça m'a fait rire également. Pour la simple raison que il a dit ça
Il oublie qu'il y a des témoins qui savent comment je suis rentré dans la banque. Au moins, dans la banque où je suis, il y a une trentaine de personnes. J'ai le vocal d'un travailleur qui me dit, mais lui, jusque-là, je lui portais un petit crédit. Mais sachant comment tu es rentré dans la banque, si c'est ça, mais il est tombé trop bas. Comment je suis rentré dans la banque, je vais l'évoquer. Hein. Je faisais la première année de l'ENA d'Algérie. À l'ENA d'Algérie, de la première année à la 4e année, les stages sont obligatoires. Sinon, tu redoubles la classe. Quelle que soit ta moyenne, tu es obligé de venir soutenir le rapport de stage en première année et deuxième année. Et en 3e année et 4e année, c'est 2 mémoires que tu soutiens obligatoirement où tu es recalé. En première année, je suis venu en vacances. Un stage de 2 mois, c'était obligatoire. Et je suis venu à la maison. Pour ceux qui ne le savent pas, Ali, c'est mon père. Hein. Ali Nou Diallo, c'est mon père, c'est mon grand-père. Son sang coule dans mes veines doublement, du côté de mon père et du côté de ma mère. C'est lui qui m'a amené à l'école. Donc, j'étais à la maison, je lui ai dit, bon, Gorel, je l'appelle Gorel, moi, on m'oblige de faire un stage où je redouble. Il a pris mon dossier, il allait remettre à Mamadou Ba, qui est vivant. Tous ceux que je cite sont vivants. C'était la première année. Mamadou Ba a pris le dossier, il l'a amené à la BICIM. Parce qu'il était administrateur à la BICIM à l'époque. Il l'a amené, il a donné à Luc Vidal, PDG de la BICIM. Il lui a remis le dossier. Ce dernier dit, bon, je vais voir. J'ai failli ne même pas avoir le stage. J'ai eu le stage de justesse 2 mois avant mon départ. J'ai fait 1 mois en train de chercher. C'est là où on m'a appelé à la BICIM. Et quand je suis arrivé, le PDG me reçoit. En entretien, c'est lui qui recevait tous ceux qui sont passés par la BICIM à l'époque. C'était une banque jeune qui n'avait même pas 2 ans. Donc quand je suis venu, il m'a reçu. Il me dit, jeune homme, je te donne 1 mois, pas plus. Je lui ai dit, mon PDG, 1 mois, ça ne m'arrange pas. 1 mois, je ne peux pas finir le rapport et je serai recalé. Il me dit, c'est 1 mois à prendre ou à laisser. J'ai pris les 1 mois parce que je ne pouvais plus aller nulle part. Oui. J'ai commencé les stages. J'ai fait 1 mois et 2 semaines. On ne m'a pas appelé. Je sortais, il m'a appelé. Il me dit, jeune homme, viens là. Je suis rentré encore dans son bureau. Je tremblais. Hein. Il me dit, ton stage devrait prendre fin depuis quand? J'ai dit, je suis là il y a 1 mois et 2 semaines. Il dit, donc tu as triché? J'ai dit non. C'est à l'administration de m'appeler et de me dire que mon stage est terminé. Il dit, bon, tu continues 2 mois. Après les 2 mois, pas 1 heure de plus. J'ai dit, ça me convient. Après les 2 mois, effectivement, j'avais déjà fini mon rapport de stage. J'étais pressé d'arriver dans son bureau. Je toque, c'est l'assistante Fatih Wallet qui ouvre, qui l'appelle. Je rentre, je lui remets mon rapport de stage. Je dis, aujourd'hui, mon stage prend fin. Il me dit, jeune homme, je t'ai observé pendant les 2 mois. J'ai décidé, moi je t'embauche. J'ai besoin des jeunes comme toi. Je lui ai dit, désolé, moi je n'ai que le bac 1 et de 2, je ne suis pas fait pour les banques. Et j'ai dit ça devant des témoins qui m'écoutent. Il y a au moins 20 personnes encore qui sont dans cette banque, qui étaient témoins de tout ça, et qui vivent, qui sont là, que j'ai trouvé à la banque. Quand je lui ai dit ça, il dit, c'est dommage. Parce que j'ai dit, moi je n'ai aucun diplôme, je n'ai que le bac, et vous voulez m'embaucher. Tu étais déjà en 2e année? La première année, je passais pour la 2e année. Oui, et il voulait m'embaucher avec le bac. Parce qu'à l'ENA, il n'y avait pas de diplôme intermédiaire. J'ai dit, moi, je ne suis pas fait pour les banques 1 et 2, je fais diplomatie. Je viendrai servir mon pays. Il me dit, c'est dommage. Je suis rentré à l'ENA, j'ai fait mes 3 ans, donc plus les premières années, donc 3 ans, 4 ans. Il m'envoyait au moins une carte postale tous les trimestres. Au moins une carte postale à l'ENA. Moi, je lui ai envoyé, je crois, durant les 4 ans, que 2 ou 3 fois une carte postale, durant les 4 ans. Quand j'ai fini mes études, 4e année, oui, je suis arrivé, l'ambassadeur Mamadou Makasouba, qui est également un témoin qui vit. Je suis allé à l'ambassade, j'ai dit, mon ambassadeur, maintenant les études sont finies, je suis venu vous dire au revoir. Il me dit, bah, j'aurais souhaité, j'aurais aimé t'embaucher ici à l'ambassade. Il vit, hein, comme attaché culturel. C'est dommage. Tu vas retourner. Peut-être que le pays ne va même pas exploiter tout ça.
Et moi, j'ai besoin de toi ici. Je t'ai vu. On m'a dit que tu étais au Conseil national de l'Algérie, auprès de Mohamed Bejawi, où tu faisais des recherches. J'ai dit effectivement, avec d'autres étudiants. On était 5 étudiants. 2 Maliens. Moi et El Oumarani Mayouna, qui était... je la connais. Vous la connaissez. Voilà. Donc nous étions 2 au Conseil national en Algérie auprès de Mohamed Bejawi pour des recherches. Donc il était au courant de ça, il dit j'ai besoin de toi. Vous avez fréquenté l'ENA de l'Algérie, c'est-à-dire l'école que Diop, l'actuel ministre des Affaires étrangères, a fréquenté. La même école, la même promo, enfin on dit promo B, c'est la même promotion B. Quand j'ai fini, je lui ai dit ça, il me dit j'ai besoin de toi, mais je ne peux pas t'embaucher, il faut le concours. J'ai dit c'est dommage, moi j'aurais aimé travailler ici à l'ambassade. Rapidement, il me fait une lettre de recommandation. À qui? Au PDG de la BICIM. Comme par hasard. Qui fait cette lettre? L'ambassadeur. Qui vit en ce moment. Qui vit en ce moment. Il me fait une lettre de recommandation. Il me dit, quand tu iras à Bamako, tu vas voir M. Luc Vidal. J'ai souri. J'ai dit, Luc Vidal, c'est un ami. J'ai sorti ces lettres, ces cartes postales. Il me dit, mais c'est incroyable. Moi, il ne m'a jamais envoyé de carte postale. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, mais je prends la lettre. Je suis venu au Mali. J'ai poireauté une semaine. 2e semaine, je suis allé à la BICIM. C'était pour faire les copies de mes diplômes et saluer les gens. Je me demandais même si j'allais trouver des gens qui me reconnaissent encore. Je suis arrivé dans la salle, dans le bureau de l'assistante, Mme Keita Fati Wallet, la fille de Ag Mohamedoun. J'arrive, j'ai dit, elle m'a vu, on m'appelait Petit Ba, j'étais trop jeune. Elle dit, Petit Ba, tu es venu, l'ami de Vidal. J'ai dit oui, j'ai fini les études, je suis là, je voulais faire quelques copies, comme vos copières là, c'est de la qualité. Entre-temps, Vidal, le PDG de la banque, rentre me trouver dans le bureau de l'assistante. Il me dit, tu arrives, tu ne rentres même pas me saluer. J'ai dit, je venais pour ça également. Donc, il m'a salué, il m'a même embrassé. Il me dit, tu as fini maintenant les études? J'ai dit oui, j'ai fini. Il me dit, j'ai toujours besoin de toi. J'ai dit, ah bon? Il dit ouais. Il dit, mais je me rappelle, tu n'étais pas fait pour les banques. Hein. J'ai dit, ben, en attendant de trouver autre chose, je suis preneur. D'accord. Et c'est là où il a sorti une feuille A4. Il me dit, écris ta demande. Et quand vous partez à la BICIM, c'est la seule demande écrite à la main. D'accord. J'ai écrit, j'ai pas fini, hein, j'ai écrit la demande. Il a pris la demande, il a écrit dessus. Il dit, jeune, très intelligent, quand je l'ai croisé. Merci de le tester s'il n'a pas changé. Et il a signé, Luc Vidal. Il a écrit ça sur ma demande. Il a donné à l'assistante. Il dit, bon, tu donnes ça à l'administration générale. Et toi, je t'affecte à l'administration générale quand on va t'appeler. C'était vers 9h. Je rentre. J'étais à la Fiabougou. J'arrive à peine à la maison. L'assistante m'appelle. La BICIM a besoin de toi. Je reviens. Et c'est pour me dire, tu commences à midi. J'ai dit, je ne peux pas commencer à midi. Dans ma vie étudiante, je n'ai jamais eu de congé, qu'on me donne au moins une semaine pour que je salue les parents que je n'ai pas vus depuis 3 ou 4 ans. On me dit, mais tu es malade. Il y a tellement de demandes. Toi, tu as de la chance. J'ai dit, si j'ai toujours de la chance, donnez-moi une semaine. Je vais quand même saluer les gens, présenter mes diplômes à des parents. On m'a accordé une semaine et c'est comme ça que je suis revenu. Et j'ai commencé à travailler. Donc, tous ces gens sont vivants. Okay. Allez-y, Chana. Oui, nous avons... Et pour conclure, s'il pense que j'ai été pistonné par Ali, si Ali voulait me pistonner à l'époque, il était président du Parlement de l'Assemblée de la CEDEAO. Et moi, j'ai fait diplomatie relations internationales. S'il voulait pistonner, comme lui, il le pense là, c'est à la CEDEAO qu'il allait m'amener. Vous pensez que c'est Ali qu'on indexe? Effectivement, lorsque le Premier ministre a fait ses déclarations, nous avons entendu par-ci par-là que vous êtes un neveu du professeur Ali Nouhoum Diallo. Maintenant, je voudrais que vous nous expliquiez d'abord votre parcours scolaire, parce qu'on voit à travers vous... Est-ce qu'on ne va pas... Non, c'est très intéressant. Rapidement, votre parcours scolaire, pour que les gens puissent comprendre qui en réalité bat ce jeune brillant. Et vos rapports avec le professeur Ali Nouhoum Diallo. Qui est Ali Nouhoum Diallo pour vous? Parce que quand il a dit quelque part
que nous connaissons ceux qui sont derrière vous. Donc si c'est vrai que le professeur Ali Noum Diallo est votre oncle, votre grand-père ou je ne sais quoi, donc il fait référence à ça. Donc expliquez-nous vos relations fraternelles, familiales avec le professeur Ali Noum Diallo. Ali, c'est plus qu'un parent. J'ai dit... Moi, c'est une référence pour moi. Ali Noum Diallo... Référence morale et référence politique. Ali Noum Diallo est venu c'est une fierté pour nous autres. Ali Noum Diallo est venu me chercher pendant les vacances chez mes parents, qui étaient à la Fiabougou. Je suis ici d'une famille modeste. Hein. On est venu me chercher. Il est venu me chercher ce jour. J'étais enthousiaste à monter au Pongé. Il était docteur au Pongé. J'ai fait mes affaires. Ma maman qui ne voulait pas que j'aille, qui pleurait, qui disait non, je n'irai nulle part. C'est ma maman, c'est sa petite fille. Sa petite fille. Il est même grand-père de ma maman. Et quand je dis grand-père, c'est vraiment très lié. Hein. Direct. Et mon père, il est l'oncle de mon père. Mon père, je suis le petit-fils de sa grande sœur, de la grande sœur de Ali. Donc des deux côtés, c'est pour cela que j'ai dit, des deux côtés, c'est son sang qui coule dans mes veines. Et en plus de tout ça, je suis passé par son moule. Parce qu'il m'a pris tout petit. Mais quand vous parlez de PMT... Il m'a amené à l'école. Oui. À l'école du Pongé. Oui. C'est là-bas que j'ai commencé à fréquenter, à l'école du Pongé. Oui. J'ai eu mon bac au lycée Askia Mohamed avec mention assez bien, 13,89 au bac. Et c'est par ça que j'ai obtenu la bourse pour l'Algérie. Et la bourse, la personne qui m'a aidé à l'époque, il était président de l'Assemblée. Hein. Ce n'est pas lui qui m'a aidé pour la bourse. C'est Ousmane Touré. Il vit aussi. Et je suis allé trouver qu'il y a un ancien de l'Algérie. Je lui ai dit, moi j'ai réussi au bac avec mention. Si j'ai une bourse, ça me ferait plaisir. Ali ne voulait pas que j'aille étudier à l'extérieur. Il voulait que je finisse vite mes études, trouver un boulot et m'occuper de mes parents. Ce qui était logique. Et je suis allé. Ousmane a pris mon dossier. Quand il a vu mes moyennes et tout, il dit, mais j'étais avec d'autres jeunes qui étaient là-bas. Il a pris mon dossier, il dit, celui-là, il mérite la bourse. D'accord. Voilà comment je suis allé étudier en Algérie. J'ai fait les 4 années en Algérie. D'accord. Diplomatie, hein? Diplomatie. Okay. Et j'ai étudié la diplomatie. Après, j'ai fait l'Institut de technique des banques. Pour ceux qui pensent que je n'ai pas le profil bancaire, d'abord un énarque, tu as un profil administratif. Ouais. Tu peux travailler partout. C'est la culture générale. C'est la culture générale. Ouais. Mais en plus de ça, j'ai fait l'ITB. L'ITB, c'est l'Institut de technique des banques, un diplôme de l'Université de Nanterre. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'ITB, nous étions 5. Et figurez-vous, je n'ai jamais eu de traitement de faveur. Hein. Je suis le plus lésé parmi tous ceux qui ont obtenu le diplôme de l'ITB. Tous sont directeurs de département dans la banque, sauf moi. Sauf moi. Et la cause, c'est connu. C'est parce que je suis syndicaliste. Allez-y, là, il y a... Sur ma notation, oui. Il y a une notation annuelle. Et ça aussi, je parle sous le contrôle de ceux qui m'ont noté, qui vivent et qui sont à la banque. Sur toutes mes notations, c'est écrit. Monsieur Ba mérite d'occuper un poste de directeur dans la banque. Mais ça n'a jamais été fait. D'accord. Et je n'ai jamais réclamé parce que je sais que mes activités syndicales aussi pèsent énormément. Il va parler de vos, moi, de vos démêlés avec la justice. Oui, mais avant d'arriver à ce point, je voudrais savoir, parce qu'il n'est pas tendre, lui, il n'est pas tendre avec le premier ministre Choguel. Comme Choguel aussi sait le lui rendre. Il se lance de flèches chaque fois. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre vous? En réalité, je ne voulais même pas parler de lui aujourd'hui. Pour la simple raison que j'ai dit tout ce que je pensais. Et devant lui, ça je l'ai dit déjà. Devant lui? Devant lui même. Tout ce que j'ai répété sur Djoliba TV, j'ai pris soin de dire à Djoliba TV, comme vous connaissez le professeur El Noujalo, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Hein. J'ai pris soin de répéter sur Djoliba TV ce que je lui ai dit en face. Donc, pour moi... Ce débat maintenant... Vous lui avez dit en face... Je préfère prendre la hauteur. Non, maintenant. Vous lui avez dit en face qu'il a volé, qu'il a détourné, qu'il est corrompu. Vous lui avez dit ça en face? Je lui ai dit tout ce que j'ai dit. Et ça en présence de ses conseillers. Tout ce que j'ai dit sur Djoliba TV. J'ai dit un homme d'honneur se lit par la parole. Et un fagot de bois par des lianes. J'ai dit tout ce que vous avez dit, ça va vous rattraper. Allez-y, Laya.
Je l'ai dit. Oui, maintenant, parlons de... Mais je ne veux plus vraiment... Parlons de la situation qui vous a valu d'être envoyé en tôle. Et c'est à la suite quand même de querelles syndicales au niveau d'une banque de la place. Vous êtes allé sur plainte. Et le problème, c'est qu'il y a eu une grève sans préavis du SYNABEF. Et puis, le motif n'était pas professionnel. C'est quand même, vous avez enfreint, le syndicat du SYNABEF a enfreint à la loi. Mais sur quel support juridique vous basez pour justifier cette grève qui a été décriée par certains? Vous savez, c'est ça la subtilité du syndicalisme. Quand vous verrez ce que vous avez appelé grève, nulle part il n'y a eu un préavis et nulle part on a parlé de grève. On a parlé de suspension de travail. Ils ont décidé de ne pas travailler parce que la raison même qui m'a conduit en prison, c'est une raison syndicale. C'est le renouvellement d'un bureau. Que ça se retrouve au pôle économique. On parle de faux et de... On parle de faux et usage de faux. Justement, c'est un PV de mise en place d'un bureau. Oui. Je suis le seul habilité à signer un PV de la mise en place d'un bureau, d'une section, de tous les syndicats qui relèvent de la section des banques. Je suis le seul. Donc si moi, je signe un PV de mise en place d'un bureau, c'est vers moi qu'on doit venir pour demander si le PV est bon ou mauvais. Toute autre personne qui signe ce PV, c'est ce PV qui est mauvais. Et c'est pour cela que j'ai dit, lors de ma sortie, que nous aussi, on a un PV. Et c'est ce PV qui est faux. Un PV signé par l'autre groupe qui l'a envoyé au siège du SYNABEF et par voie d'ici. C'est ce PV-là qui est faux parce qu'il n'est pas habilité, suivant nos textes, de mettre en place un comité. C'est comme la section. La section, seul le SYNABEF met le bureau des sections en place. Tu ne peux pas te lever, toi, section, convoquer une conférence de section et mettre ton bureau en place. Ce bureau est nul. Seul le SYNABEF met. Maintenant, les syndicats nationaux, seul l'INTEM est habilité à mettre les bureaux des syndicats nationaux et des unions régionales. Le SYNABEF a été mis en place par 2 délégués envoyés par l'INTEM pour mettre le bureau du SYNABEF en place lors du congrès du SYNABEF. Et ce PV a été signé par l'INTEM. Moi, je ne pouvais pas m'amuser et dire parce que l'INTEM ne veut pas mettre le bureau en place, faire un PV et signer et envoyer par voie d'ici et dire ça c'est le bureau du SYNABEF. Ok, monsieur Ba, vous êtes SYNABEF, vous êtes aussi secrétaire général de l'INTEM. Nous n'entendons plus parler de l'INTEM. Les préoccupations des travailleurs ne sont plus prises en compte. Est-ce à dire que les travailleurs du Mali n'ont plus de préoccupations, n'ont pas de doléances? Si elles existent, quelles sont les doléances formulées à l'endroit du pouvoir le 1er mai dernier? Est-ce qu'elles ont eu satisfaction? Il y a des commissions qui sont mises en place. Des commissions de suivi sur le pays. D'aucuns disent que les leaders ont eu leur part de gâteau, par exemple. Ça c'est dit. Que Dieu nous garde. Avant de nous parler de commission, maintenant, il faut rappeler les doléances qui existent et les traitements en cours de ces doléances. Bon, vous savez, je pense que jusqu'ici, c'est le SYNABEF qui était là, pas au nom de l'INTEM. Bien entendu. C'est vrai que je suis secrétaire général de l'INTEM. Je m'attendais plus qu'on parle des PV de conciliation du SYNABEF, des acquis du SYNABEF. L'INTEM, c'est à un autre niveau. Je vous dis, l'INTEM est composé de 13 syndicats nationaux. Il y a une pyramide. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Mais la nature de l'INTEM, c'est quand les problèmes dépassent le comité, les sections, les syndicats nationaux, que l'INTEM prend le sujet. Jusqu'ici, les syndicats nationaux sont en train de s'occuper des problèmes qui sont sectoriels. Oui. Comme nous, par exemple. Nous, on a énormément de problèmes aujourd'hui. Et des problèmes qu'on ne doit pas laisser passer. Des problèmes, en réalité, en temps normal, nous serions aujourd'hui en grève. Le licenciement des 158 travailleurs de Ibifar, ça c'est des choses qui ne passent pas au SYNABEF. Et quand je dis 158 travailleurs, c'est tous les travailleurs, sans exception, qui ont été licenciés et remplacés pour faire des grèves. Ça, le SYNABEF d'antan... C'est pas pour motif économique.
Pas du tout, parce qu'on les a remplacés tous. On les a tous remplacés. Pourquoi vous acceptez cet acte illégal? On ne l'a pas accepté, c'était dans notre préavis de grève. Dans notre préavis de grève, on a rencontré qui de droit, qui nous ont dit de leur faire confiance, qu'ils mettront tout en œuvre pour que ces camarades retournent. Ça n'a pas été fait. Le deuxième préavis de grève, nous avons mis le même problème. Là, on nous dit de faire confiance à la justice, d'amener l'affaire à la justice. On nous a tellement parlé de ça que finalement nous nous sommes dit, bon, essayons pour une fois. Parce que les syndicats n'aiment pas amener leur affaire à la justice. Surtout quand c'est des revendications, quand c'est des sujets de ce genre. Nous avons pris le sujet et c'est ce que l'autre côté attendait. Ibifarm, ils ne l'ont jamais caché. Ils nous ont dit clairement, amener à la justice. Nous, on a les moyens. Et a priori, ils ont prouvé qu'ils ont les moyens parce qu'on a amené l'affaire à la justice. On l'a ramené en référé pour que ça soit traité rapidement. On est à plus de 3 mois. Ça traîne. Si demain, on se lève et on dépose un préavis sur ce sujet, on va dire que le Sénabef s'est encore levé. En plus de ça, il y a Bérében. Est-ce que vous êtes autorisé même à aller en grève pour une question pendante devant la justice? C'est ce que j'ai dit, le syndical. La grève, nous, quand ça ne va pas, nous partons en grève. Hein. Ce n'est pas parce que la justice joue son rôle, le syndicat joue son rôle. Nous, notre rôle, c'est de nous battre pour que nos camarades retournent. La justice, son rôle, c'est de dire le droit. D'accord. Chacun est dans son domaine. Quand nous voyons que les choses traînent, nous n'hésiterons pas à déposer un préavis de grève pour que nos camarades retournent ou qu'on ferme Ibifarm. Parce que c'est des gens qui sont allés au-delà en violant toutes les lois de la République, parce que l'objectif n'est rien d'autre, c'est de tuer le syndicat. Je prends un exemple. Il y a Ibifarm, il y a Kamed, c'est les industries pharmaceutiques, c'est des vendeurs, des grossistes de pharmacie. Ibifarm, Kamed et Laborex. Et Technolab, ou comment on l'appelle encore. Il y a 4 structures qui composent la section Arefarm. Arefarm, c'est leur regroupement. Tous ces gens n'avaient pratiquement pas de contrat. On s'est battu, ils ont eu des contrats, ils sont allés à l'INPS, etc. On a revalorisé leur salaire, on les payait des miettes. C'est suite à ça que ils se sont dit, ces gens, il faut les arrêter. On a même finalisé la convention collective de l'Arefarm. Et ils ont commencé d'abord par Ibifarm. Pourquoi? Parce que là-bas, le syndicat était fort. Ils se sont dit, anéantissons le syndicat à partir de Ibifarm. Comme ça, la convention collective va dormir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a 1 an que la convention collective de l'Arefarm a été finalisée. Mais on n'en parle plus. Mieux, les autres là ont commencé à avoir peur. On leur dit, attention, vous avez vu ce qui s'est passé à Ibifarm, c'est ce qui va vous arriver. Du coup, à Laborex, le syndicat est en train de mourir. Kamed essaye de se débrouiller, mais le syndicat est en train de disparaître dans ce secteur. C'est la même chose. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons la ferme conviction. En tout cas, nous hésitons. Nous sommes enclins à penser qu'on veut peut-être fragiliser les syndicats forts. Nous sommes plus ou moins en train de douter si on n'est pas en train de s'attaquer aux syndicalistes. Justement, sur cette question, parce que avant votre incarcération pour faux et usage de faux, vous aviez déjà des revendications qui étaient sur la table. Mais depuis que cette affaire a été réglée, on a l'impression que vous avez mis vos revendications sous les boisseaux. Quelle affaire? Qu'il a été libéré. Que vous avez été libéré. Oui. Mais aussi, puisque pour cette libération, il a fallu des tractations et l'implication aussi du secrétaire général de l'INTEP, je me rappelle bien. Oui. Est-ce que ça veut dire que ce dossier, ça relève du passé? C'est fini. Le dossier sur l'affaire. De l'affaire. De l'affaire. Tu as une plainte quand même. La plainte a été retirée. Oui. Le lendemain où la plainte a été déposée, il a été retiré. Le lendemain. Oui. Donc il n'y a plus de plainte. Et je n'ai pas été libéré. Ce n'est pas une liberté provisoire, c'est une liberté totale. Donc pour moi, en tout cas, l'affaire est terminée. Maintenant, je ne connais pas tous les... l'affaire est terminée, mais avant, je disais que
le SINABEF quand même avait une panoplie de revendications qui n'ont jusqu'ici pas eu de réponse satisfaisante, ce que je sache. Mais est-ce que ce n'est pas la peur qui fait que vous vous êtes tué? Non, nous on n'a pas peur. On ne s'est pas tué non plus. La preuve, je suis en train de parler ici. Ce que j'ai dit, aujourd'hui on a tenu une réunion. Ce que j'ai dit, il y a des acquis. Et vous savez, on vient de très loin. Oui. Quels sont ces acquis? Il y a énormément de problèmes dans certains secteurs d'activité. PMI Mali, je prends l'exemple. Je l'ai dit. S'il y a rupture de confiance, vraiment, c'est pratiquement à PMI Mali avec le DG de PMI Mali. Comment? Il fait tout le contraire de ce sur quoi on s'entend. Qui? Le directeur de PMI Mali. Tout ce sur quoi on s'entend, il fait le contraire. La mutation des syndicalistes. Plusieurs fois, on lui a dit, monsieur le DG, attention, on est en train de vous donner une note, ne signez pas. Parfois, il dit, non, on m'a trompé, je ne savais pas qu'il y avait des syndicalistes là-dedans. Il y a une semaine, il a signé la même note. On n'a pas changé une virgule. On a mis des commissions en place. La régularisation en fonction des diplômes. Quand c'est le SINABEF, c'est des problèmes. Quand c'est les autres, on caresse dans le sens des poils. Pour rentrer cadre, ça me permet de répondre aussi à celui qui a dit qu'on ne devient pas cadre à la banque du jour au lendemain. Pour devenir cadre, il y a deux possibilités. Ou par le diplôme, ou par le poste. Moi, je suis rentré cadre, comme tous ceux qui sont venus avec des diplômes de maîtrise à l'époque, ou des masters. Tu rentres cadre. Même si tu occupes le poste de gardien. Si on te prend avec ton diplôme, tu es cadre. Maintenant, d'autres viennent avec des DUG et autres, ils rentrent pas cadre. Mais au fil du temps, avec la progression, avec les reclassements et avancements, ils deviennent cadres. L'ancienneté, ils deviennent cadres. Chez nous, on a régularisé des gens avec leur maîtrise, avec leur licence, et on les met dans des sous-catégories. Nous avons dit, ça, ce n'est pas normal. Et ils ne sont même pas très nombreux. Ils refusent. Ils se cachent derrière leur règlement intérieur qui ne dit pas plus que ce que nous on a dit. Tu parles de qui comme ça? Je parle du DG de PMI Mali. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent. La gratification des intérimaires, ça devrait être payé depuis. On a tout validé. Jusqu'à présent, ces intérimaires à PMI Mali n'ont pas eu leur gratification. D'accord. Il y a beaucoup de sujets. Okay. Ça, c'est à PMI Mali. Oui. La BOA. La BOA, on a tout fait pour rassembler les travailleurs de la BOA. Tout. Mais aujourd'hui, à ce niveau, on reproche de semer surtout la zizanie au niveau de la BOA, de la Banque of Africa. Pardon? On vous reproche de semer la zizanie au sein de cette banque. Ça, c'est les gens qui n'ont rien compris, c'est tout le contraire. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Oui. Il y avait, à la BOA, il n'y avait que la CSTM. Nous, on nous avait appelés en 2017 pour mettre en place un comité SINABEF à la BOA. Les travailleurs étaient réunis en masse en assemblée générale. Moi, je ne savais pas l'objectif pour lequel, enfin, je ne savais pas les raisons pour lesquelles on m'avait convié à cette assemblée générale. Quand je suis arrivé à la BOA, ils étaient à Bozola. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des travailleurs dans le hall, prêts à mettre un bureau SINABEF INTM en place. J'ai pris le micro, j'ai dit, moi, je ne mettrai jamais deux bureaux dans une structure. Ici, il y a la CSTM. Moi, je ne mettrai pas un bureau SINABEF ou INTM ici. Les travailleurs de la BOA sont témoins. J'ai dit, je ne le ferai pas. J'ai dit aux camarades, rejoignez la CSTM. Maintenant, si le bureau de la CSTM décide de venir au SINABEF, ce bureau est la bienvenue. On a quitté. Après, il y a eu une de leurs revendications qui n'a pas pu aboutir. Ils sont allés en grève 5 jours, la BOA. C'était la remise en cause de leurs droits acquis par rapport au taux de prêt du personnel. 5 jours de grève. Le groupe BOA a dit, ne faites pas 5 jours, faites une année de grève. Nous, on ne revient pas sur notre décision. Ça a coïncidé avec le dépôt du préavis du SINABEF. J'ai appelé le secrétaire général qui est venu nous trouver au SINABEF, qui dit, si vous ne portez pas ce projet, cette revendication, nous on est mort. C'est moi qui ai joué. Je suis allé voir le DG, je lui ai donné la stratégie, j'ai dit, vous êtes en grève illimitée. Et les militants ne vont pas patienter longtemps, vous êtes seuls.
ils vont aller travailler et c'est fini pour votre syndicat. Je dis, allez-y suspendre à votre grève illimitée. Donc, et le SYNABEF reprend. J'arrive. Et c'est là où on a pris le sujet de la BOA. La revendication de la BOA, nous l'avons portée dans nos revendications. On avait validé tous les points lors de notre grève. Non, la grève n'a même pas eu lieu. La grève devrait avoir lieu le lendemain. On s'est retrouvé avec les ministres, on a discuté, tous nos points ont été validés sauf le point de la BOA. Les ministres ont dit vraiment le groupe refuse. Nous avons dit le seul point de la BOA entraînerait la grève générale des banques, assurances, établissements financiers, entreprises pétrolières. On est sorti de la salle. Ils ont appelé les DG, appelé le groupe. C'est grâce au SYNABEF qu'on a validé les points. Où était la CSM? Ils étaient affiliés à la CSM. Quand on a validé ce point, on s'est retrouvé au siège du SYNABEF. Le secrétaire général de la CSM à l'époque est venu nous voir et nous dit: bah, si on ne vient pas au SYNABEF, on est mort, on est isolé. Désormais, nous allons venir au SYNABEF. D'accord. Au congrès du SYNABEF, ils ont donné la liste des membres de leur bureau. Nous les avons mis dans le bureau du congrès du SYNABEF parce que eux, ils ne renouvellent pas leurs instances. Là, on va évoluer un peu. Allez-y, Chahana, s'il vous plaît. Ils ne renouvellent jamais leurs instances. Nous, on renouvelle nos instances. Le fait qu'ils n'ont pas renouvelé leurs instances, ils sont restés comme ça. Monsieur Ba, des années sans renouveler. Oui. Nous, on a renouvelé, ils ont donné leur nom. C'est là où il y a eu la cacophonie. Monsieur Ba, vous excellez dans les questions au SYNABEF, c'est tout à fait normal parce que vous êtes le premier responsable de cette organisation. Mais quand on vous parle de l'INTM qui concerne l'ensemble des travailleurs du Mali, vous êtes muet sur l'autre question, vous êtes prolixe. Donc vraiment, revenons à l'INTM. Il faudrait que vous nous disiez quelque chose par rapport à l'INTM. Où en sommes-nous par rapport aux doléances de l'INTM? Ce n'est pas les doléances de l'INTM. Moi, j'appelle ça le protocole d'accord de l'INTM. Ok. Parce qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé. Je l'accepte. C'était en 2021. Sur ce protocole, il y a eu énormément d'avancées. Pour ne pas dire pratiquement tout est clos. Il y a le point sur les grilles. C'est pour dire que nous avons joué un rôle central dans la lutte contre les inégalités dans les salaires. Il y avait une inégalité notoire dans les salaires. Les mêmes fonctionnaires, les mêmes diplômes, ils avaient une grille différente selon que. Et le statut général des fonctionnaires était les plus lésés, l'armée, etc. Nous avons dit qu'il faut uniformiser. À diplôme égal, au moins salaire égal. D'où le combat de l'INTM pour l'uniformisation des grilles. Ça a été acté et tous les travailleurs l'ont bénéficié. Il y a les contractuels de l'enseignement qui ne touchaient que 25 000 francs par mois. C'était une indemnité forfaitaire que l'État donnait en contribution. Ces enseignants en réalité n'ont pas de salaire, c'est les villages qui les prennent en charge. Mais l'État, grâce à la lutte de l'INTM, l'État a accepté. À l'époque de leur donner 25 000, on a dit 25 000 c'est dérisoire. Nous sommes allés à 50 000 francs. Et l'allocation familiale, c'était 1500 ou comme 1500 1000 francs. 1000 francs ou 1500. Aujourd'hui, ça a été validé. On est à 4000 et quelques. Maintenant, le problème que vous posez, je sais où vous voulez en venir. C'est par rapport à la signature du pacte social de stabilité et de croissance. La signature du pacte spécial du pacte social de stabilité et de croissance n'est pas une négation du syndicalisme. Au contraire, dans ce pacte, si ce pacte est respecté par toutes les parties, ce sont les travailleurs qui sortiront les plus gagnants. Parce que dans ce pacte, c'est prévu d'améliorer constamment les salaires sans qu'il y ait même de grève, sans qu'il y ait rien. Oui. C'est prévu de respecter les libertés syndicales. Au fait, il y a toute une panoplie de mesures qui sont prises. On peut respecter ce pacte, on peut améliorer les salaires dans un pays où nous avons un déficit énorme, où les dépenses, où certaines dépenses même de souveraineté ne sont pas effectuées. Comment est-ce qu'on peut augmenter les salaires? Vous connaissez l'état du pays. Oui, nous sommes dans un pays de guerre. Et c'est pour cela que j'ai dit, c'est pour cela que parfois, nous nous retenons. C'est pour cela que j'ai dit, si ce n'était pas parce qu'on est dans la transition, l'affaire Ibifarm allait être gérée il y a très longtemps.
Mais nous sommes tellement conscients de la fragilité de la situation. Vous savez, ma hantise, c'est quoi? Je pense tout le temps à 2012, où en une semaine, 3 régions sont tombées. Et on pensait même que les djihadistes allaient rentrer dans Bamako. Les plus nantis étaient en train de réfléchir où aller cacher leurs mallettes si les djihadistes rentraient, les terroristes rentraient à Bamako. J'ai cette hantise, constamment. 1. De 2, je me dis aujourd'hui, la situation de guerre que nous traversons, mieux, hein? On parle de souveraineté, etc., que je salue, je l'ai dit sur Djoliba TV. Toute ma hantise aussi, c'était quand est-ce que, ça se dit à ma formation, quand est-ce que la MINUSMA va quitter? Je n'ai étudié à l'ENA que les OMP et les opérations de maintien de paix. Je sais que là où ils vont, ils créent des problèmes pour rester. Il y a des pays qui ne s'enrichissent qu'à travers les OMP. Les champions dans ça, c'est le Bangladesh. Voilà un pays pauvre, mais à chaque fois qu'il y a une guerre en Afrique, ils viennent avec leurs armements qu'ils facturent par jour. Je me disais, ces gens ne vont jamais quitter le Mali. Quand nous, on a des gens qui les chassent, c'est vrai que parfois, je comprends votre souci. On se dit qu'on est en train de s'isoler ou autre. Bon. Et ils disent qu'on n'est pas en train de s'isoler, on est en train de diversifier. Mais la chose, je suis un enfant d'Ali, hein, comme tu le sais. Moi, la seule chose qu'on m'a enseigné, l'impérialisme, ça, depuis bas âge, on m'a chanté ça à l'oreille. Depuis bas âge. À bas l'impérialisme. À bas l'impérialisme, à bas le colonialisme, à bas, etc. Moi, on me l'a enseigné. La souveraineté du Mali, le Modibo Keïta, etc. Le Mamadou Konaté. On nous l'a enseigné. Et à la maison. Maintenant, je vais vous dire. Mais le professeur avait quand même aussi. Non, sur ça. Avec le socialisme. Rassurez-vous, rassurez-vous. Oui. Mon opinion actuellement sur ce qui se passe et l'opinion d'Ali, c'est le jour et la nuit parfois. Hein. Parfois, on se retrouve. Et c'est ça aussi l'avantage. On n'a pas la même approche. Pas forcément. Par rapport à la gestion de la transition. Mais l'essentiel est là. Les bases sont là. Oui, les bases sont là. Allez-y, Laya, allez-y. Monsieur Ba, vous l'avez dit, qu'il n'y a pas de frontière entre la politique et le syndicalisme. Et parlons de politique. Au cours d'une de vos sorties, vous avez appelé à une candidature du président de la transition. Les gens n'ont pas compris. Des gens ont dit que voilà, maintenant on voit le vrai visage de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez dire en appelant à soutenir? Je l'ai expliqué sur Djoliba TV. J'ai dit. Vraiment, quand vous parlez, je l'ai expliqué sur un autre plateau, c'est un concurrent. Ah non, oui, ça, non. C'est pas un concurrent, c'est son concurrent. D'accord. Quels sont ses confrères? Vous savez dire. Oui. D'ailleurs, je suis animateur de cette même émission. Que lui, c'est frère d'armes. Je vais expliquer. Oui. C'est peut-être le rationalisme poussé qui m'a poussé à dire ça. Je vais expliquer. J'ai dit, nous tous, 4 ici, mettons-nous à la place de ces gens. Des 5 colonels. Des 5 colonels. Là où ils sont arrivés, s'ils n'organisent pas les élections où eux-mêmes sont candidats, on va faire 30 ans, il n'y aura pas d'élection parce qu'ils se sont mis la corde au cou. De 2 choses l'une, où on veut aller vers les élections, on lui dit, tu peux te présenter. Ou on lui dit, fais les élections, mais tu ne te présenteras pas, il n'y aura jamais d'élection. Parce que moi, si je suis à sa place, je n'organiserai pas d'élection. Cela s'appelle du réalisme. C'est le réalisme. Je suis mort. C'est l'intérêt personnel aussi. Hein? Ce n'est pas personnel, c'est une question de vie. De survie. C'est une question de vie et de survie. Soyons de vie ou de mort? De vie, de mort même. De 2 choses l'une. Je l'ai dit. Soit ils vont à la CPI, soit ils vont être... Tu le réaffirmes. Ils vont être tués. Il n'y a pas d'alternative. Ils sont allés trop loin. Ils ont poussé le bouchon trop loin. Est-ce que vous, en cas de candidature d'Assimi, est-ce que vous serez prêt à porter cette candidature? Ça dépend de contre qui il va se présenter. Mais vous êtes quand même, vu vos filiations avec le professeur Salinoum Diallo, quand même, on peut imaginer, penser que vous êtes quand même proche des rouges et blancs.
de l'ADEMA. Si l'ADEMA est un candidat face à Assimi, est-ce que... Je soutiendrai la candidature d'Assimi Goïta. Contre le candidat ADEMA. Et pour quelle raison? Pourquoi? La raison est simple. Moi, je ne confie pas un pays à quelqu'un qui a géré, qui a échoué quand même dans la gestion. Si on en est là, je l'ai dit aussi lors du dialogue national inclusif. Je préfère donner le pays à un autre acteur qui n'a jamais géré ce pays. Au moins, il y a le bénéfice du doute. Mais ils ont échoué. Hein. Tout ce qui est arrivé actuellement, quand je dis eux tous, hein, y compris ceux qui se réclament aujourd'hui du changement, ils ont tous géré ce pays. Tous ont échoué. Tu penses que le professeur Ali Noum Diallo et ses camarades ont échoué durant les 30 ans de la gestion du pays? Ils ont échoué, Shahana Takiou. Ils ont échoué. Je vais vous prendre l'exemple seulement de l'INTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. En 91-92, c'était la seule centrale syndicale. On a divisé l'INTM. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de l'INTM. Et aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Si l'INTM était toujours forte, peut-être il n'y allait jamais avoir de coup d'État. En Turquie, quand on a voulu aller marcher sur Erdogan, c'est les travailleurs qui ont empêché. Si on était un peu logique, on a été tous des acteurs ensemble. Mais on a eu peur parce que peut-être qu'on ne voulait pas bien faire aussi. L'INTM, en réalité, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. D'accord. Donc, pour ça, le Tchekhov, ça existait. Qui a cassé le Tchekhov? Ce sont ceux qui ont géré. C'est l'ADEMA qui avait géré, qui a coupé le Tchekhov. Chana, pour votre le Tchekhov nous permettait d'être autonomes dans nos finances et de ne pas être accrochés à l'État. Laissons tout ça. C'est ce que j'ai dit au dialogue national inclusif. C'était Duco qui présidait. Quand j'ai demandé la parole, il y avait mon tonton Abdoulaye Amadoussi qui avait d'abord pris la parole, qui a fait 2 heures en train de communiquer. Moi, j'étais là-bas au nom de l'INTM, j'ai demandé la parole. Il me dit, je vous donne 2 minutes. J'ai dit, moi, je ne peux pas parler 2 minutes, parce que ce que j'ai à dire, c'est plus que 2 minutes. Et vous avez donné aux politiques qui ont échoué, c'est à cause d'eux que nous avons organisé aujourd'hui le déni. Vous leur donnez 2 heures, nous qui n'avons pas géré ce pays, qui avons des choses à dire sur ce pays, vous nous donnez 2 minutes. J'ai dit, je suis désolé. Donc moi, c'est ma conviction. D'accord. Si Chana, pour votre dernière question. Contre n'importe quel candidat politique qui a eu à gérer ce pays, je soutiendrai Assimi. Ça, c'est ma position personnelle. Alors, c'est votre position personnelle. Donc, vous estimez que la transition actuelle gère mieux le pays que les démocrates? Je dirais que, vous savez, peut-être l'air n'est pas au bilan. Mais quand vous dites il s'agit de tirer. Il s'agit en un mot, autrement dit, je vais poser la question. Oui. Le bilan des 4 ans de transition, est-ce que ce bilan-là est élogieux? Je vais vous dire mon satisfait. Je vais vous dire mon satisfait. Avant qu'ils ne viennent, on ne pouvait même pas aller dans certaines régions de notre propre gré. On nous disait, vous pouvez aller là-bas, mais vous ne pouvez pas aller là-bas. Avant qu'ils ne viennent, c'était des forces internationales. On disait que notre armée, c'était le télémanie, très rapide dans les replis stratégiques. Aujourd'hui, au moins, même si d'autres disent que c'est de la propagande, au moins il n'y a aucune autre force internationale à part les Russes qui sont avec nous et avec lesquels nous mourons. Moi, je suis satisfait de ça. Ça me suffit. À Kidal, aujourd'hui, on peut y aller. Kidal, c'était un no man's land. Qui étaient les acteurs qui ont fait que Kidal était devenu un no man's land? Aujourd'hui, on parle de Tinzawaten, je ne sais pas aujourd'hui l'état, enfin, comment Tinzawaten est pris. Notre armée, je ne vais pas utiliser le terme monte en puissance, mais on a aujourd'hui une armée qui est équipée. On est en guerre, mais on arrive à prendre les salaires à main. On est en guerre, mais on a eu des augmentations de salaires. On est en guerre, certes. Maintenant, il y a d'autres problèmes. J'ai dit, il y a des problèmes économiques auxquels il faut qu'on fasse face pour que les travailleurs puissent être soulagés. Les petits, les petits techniciens, les ferrailleurs, etc. Petits métiers. Les petits métiers
qui n'ont pas d'électricité. Aucun métier n'est petit. Hein. Aucun métier n'est petit. Ces ouvriers, la classe ouvrière que nous défendons avec beaucoup d'énergie, ces gens, leur situation est inquiétante. Allez-y, là, les menuisiers qui travaillent avec de l'électricité, c'est eux les grandes victimes de cette situation avec le déficit. Oui, Chana, malheureusement. Allez-y, là, Monsieur Ba, ils sont les grandes victimes. C'est clair. On vous a vu prendre part à la rencontre initiée par le président de l'EJ, Maître Moustapha Cissé, et vous avez pris la parole pour tenir un discours. Mais vous étiez là à quel titre? Et une question subsidiaire, si c'est ma dernière question. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'être à la base d'un bicéphalisme au niveau de la Bank of Africa? En une minute pour les deux questions. Oui, en une minute. Oui. Je commence par la Bank of Africa parce que ça c'est syndical. Oui. La Bank of Africa, le comité syndical est venu nous voir, mis en place par la CSM, pour dire que eux ils veulent adhérer au SINABEF. Nous leur avons ouvert les grandes portes. Nous leur avons dit venez, vous êtes la bienvenue. Ils disent qu'ils viennent, mais et l'autre camp, faut pas qu'on les reçoive. J'ai dit, mais si on ne les reçoit pas, eux aussi vont aller créer leur syndicat et aller ailleurs. L'objectif, c'est d'unir les travailleurs de la BOA. Et quand nous les avons rencontrés, nous leur avons dit, c'est simple, ouvrez le bureau à tout le monde, tous ceux qui veulent rentrer, comme ça il n'y aura qu'un seul comité à la BOA. J'ai reçu l'autre groupe, ils étaient une trentaine qui sont venus nous voir, qui disent eux aussi qu'il faut qu'on vienne mettre leur bureau SINABEF en place parce qu'ils n'ont pas voulu participer à une élection mise en place par la CSM. D'accord. Et ils souhaitaient que ce soit le SINABEF. Et l'autre volet... Non, je finis. La réponse est terminée. Oui. Je leur ai dit, les deux, j'ai dit venez. J'ai dit vous avez eu raison de ne pas participer à une élection parce que vous reconnaissez SINABEF. Vous allez rentrer dans le bureau de l'autre. Et l'autre camp là qui a été déjà validé, on ne touche à aucun poste. Le secrétaire général reste à son poste, tous les postes, et vous rentrez. Et c'est ce que l'autre camp a refusé. Ils disent jamais ils ne vont rentrer dans le bureau. Et d'ailleurs qu'on doit les chasser des instances du SINABEF. Or les instances du SINABEF ont été mises en place par le Congrès. Seul le Congrès peut changer le bureau. D'accord. Et nous on ne pouvait pas le faire. Okay. Et finalement on est allé mettre le bureau SINABEF en place. Et qui a raflé. D'accord. Voilà. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience à présent. Monsieur l'accusé, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Là, nous sommes dans les secrets de la délibération. Oui, sauf que je suis resté sur ma faim sur certaines questions. Mais j'avoue que je ne suis pas surpris. Et c'est quand même un syndicaliste très courageux. Pas défroqué? Bon, très courageux, je veux dire, je préfère très courageux. Mais qui, simplement, ces derniers temps, commence à être un peu frileux, il faut le dire. Parce que la pugnacité par laquelle on l'a connu, ce n'est pas ça aujourd'hui. Mais pour ce qui concerne les questions sur lesquelles nous l'avons interpellé, et moi je crois qu'il a dit avec aisance, comme il sait le dire, ce qui est. Et je crois que les téléspectateurs qui nous observent aussi ont compris et ont été bien édifiés sur toutes ces questions. Et je n'ai pratiquement rien à reprocher à cet accusé. Et j'espère, je vous demande très humblement de le libérer. Chana. Merci, Monsieur le Président. Faut-il condamner Monsieur Ba? Faut-il le condamner parce qu'il est le neveu du professeur Ali Nouhoum Diallo? Je pense que non. Faut-il le condamner parce qu'il est rentré dans la banque de façon transparente, comme il l'a expliqué? Parce qu'il est brillant? Que non. Ces propos contrastent avec ce que notre Premier ministre a voulu nous faire entendre. Que nenni. Ba est un homme brillant. Son parcours professionnel le témoigne. Son itinéraire politique. Un petit-fils du professeur Ali Nouhoum Diallo, qui peut-être même est son père spirituel. C'est le cas.
ne peut pas avoir sa langue dans sa poche. Il est allé à la bonne école, à l'école du PMT, à l'école de l'instruction, à l'école de la culture. Cet homme ne peut pas ne pas se prononcer sur les questions politiques. Cet homme, en faisant du syndicalisme, ne peut pas ne pas parler politique. Ne peut pas ne pas avoir une vision politique. Mais ma seule déception, Monsieur le Président, déception il y a, quand il dit qu'il soutiendrait Assimi contre n'importe quelle politique. Je n'ai pas compris que quelqu'un qui a ce parcours, qui a cette vision, puisse parler de cette manière. Pas parce que je suis contre Assimi. Contre n'importe quelle politique, mais des politiques qui ont géré. Oui, des politiques qui ont géré durant les 30 qui ont montré leurs limites. Hein? Pas montré, ça c'est pas son expression. Oui, merci Laya. Tu es un bon avocat en plus. Le professeur Ali Noum Diallo, il est fatigué par l'âge aujourd'hui. C'est un homme très propre. Est-ce que vous voyez, au sein de la demande de la ruche, je connais des gens compétents, honnêtes, qui peuvent bien briguer la présidentielle. Je pense à Moussa Mara, je pense à Poulot, je pense à d'autres personnes qui ont géré mais qui ne sont pas mouillés, qui n'ont pas le pantalon trouillé. Donc, je n'ai pas compris cette position en disant qu'il soutiendrait Assimi contre ces gens-là. Mais je pourrais mettre un peu de bémol sur ça en disant seulement qu'il a choisi son camp. Il a choisi le camp de Assimi Goïta. Il a choisi le camp de la transition. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. Il a osé choisir. Il s'assume dans son choix. Monsieur le Président, les travailleurs de PMI ont besoin de lui. Les travailleurs du secteur bancaire ont besoin de lui, Monsieur le Président. Les commerces ont besoin de lui. L'UNTM a besoin de lui, Monsieur le Président. Je vous demande, Monsieur le Président, alors, de le libérer pour qu'il aille se battre pour ces travailleurs qui souffrent, qui ont des revendications et qui comptent sur lui pour l'aboutissement de ces revendications. Merci, Monsieur le Président. Au bénéfice de ces deux réquisitoires qui sont largement favorables à un acquittement de l'accusé, il me plaît de le libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, M. Ba, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est de remercier déjà Chana, je l'aime bien, il est très franc. Laya également. Aujourd'hui, j'ai été trop gâté. Parce que la dernière fois, c'était libération avec sursis, etc. Et je suis également resté un peu sur ma faim parce qu'il y avait beaucoup de sujets, surtout dans le domaine syndical, que j'avais souhaité aborder. Il y a trop de problèmes dans les entreprises pétrolières. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes dans certaines banques. On vous promet un autre plateau, hein? Oui. Et j'avais souhaité réellement qu'on s'apaisante essentiellement sur ça et dire à Chana effectivement. Et ce que j'ai dit, c'est un homme, un citoyen très frustré par tout ce qu'il a vu dans ce pays, qui a parlé et qui pense qu'aujourd'hui, il y a trop de frustration. Et vous savez, l'acceptation résignée de l'injustice, comme nous avons largement dépassé le temps. Donc vraiment, c'est de le remercier et de lui dire que ce choix-là, vraiment je l'assume en disant que si Assimi se présente même contre Moussa Mara et Poullo, surtout d'ailleurs contre Moussa Mara et Poullo, je soutiendrai Assimi Goïta. Franchement, surtout contre ces deux. Ça, je vais même battre campagne contre ces gens pour qu'ils ne passent pas. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité Monsieur Amadoun Ba, qui assume ses propos même après la mise en garde de... Merci à vous de nous avoir suivis. Notre invité était Monsieur Amadoun Ba, secrétaire général au DISNABEF. Au revoir.